Nicole Copé, bonjour. Bonjour. La découverte de votre recueil de poésie et calligramme, Lune, soleil de l'âme, publié en 2022, est un événement littéraire rare qui justifie pleinement l'interview d'aujourd'hui. Merci. Tant ce recueil est riche et plein d'interrogations. Merci beaucoup. En parcourant une première fois ce recueil impressionnant, je me suis arrêté sur ce poème de la page 186, une arabo-berbère gréco-latine, une suite de questions qui est comme la trame d'une interview. Alors Nicole, racontez-nous, qui êtes-vous réellement ? Merci beaucoup Patrick pour cette question. Et très sincèrement, c'est difficile de répondre car je ne me suis jamais sentie d'ici, sur cette terre. Mais qu'est-ce que je fais ici ? J'ai toujours eu l'impression d'être d'ailleurs, dans le balancement du souffle, dans une vie intérieure extrêmement intense, mais un peu hors du monde. Dès lors, en analysant mes racines suisses et italiennes et en me sentant bien qu'avec les cultures les plus raffinées et nuancées, je me suis positionnée comme étant originellement davantage dans les éléments air, mer, terre, au-dessus du niveau de la mer, sous les étoiles lumineuses et radieuses, dans la vie de la mort à la vie, l'eau de vie, mais l'eau de la vie. Et que vous dire à part, je me sens d'ailleurs. Et donc, je pourrais déclamer, je suis une arabo-berbère gréco-latine, ou suis-je une arabo-berbère gréco-latine dans la sphère de la stratosphère, dans l'ère du mystère, de l'impénétrable. J'ai une forte sensibilité à une culture riche et fine, profonde et spirituelle, et je me sens surtout dans l'univers de l'indiscernable. Humainement parlant, là où les oiseaux chantent aigus et jaunes citrons, dans le murmure du son du vent, léger, invisible et secret, dans la noblesse de la suprématie, au-dessus de la Méditerranée en mouvements horizontaux et verticaux du temps, dans le tourbillon suprême de la beauté qui nous guide vers le divin. Mais plus terre à terre, mon grand-père maternel était issu de la noblesse. Il vivait dans le Palazzo Salerno, 6 mois à Francavilla Fontana et 6 mois, je ne sais pas précisément où, mais aux échos que j'ai eus et que j'ai pu recevoir en bordure de mer, et certainement dans cette Italie du Sud dont on m'a rapporté que la famille faisait ferrer les chevaux avec de l'or. Eh bien, c'est cette histoire qui m'interpelle. Mes précédents me font voyager aux racines du temps dans ce bassin méditerranéen. Vous venez de nous parler de vos origines, de vos racines méditerranéennes, de ce tropisme pour la beauté, au sens le plus noble. Comment mariez-vous vos différents talents de musicienne, de poétesse, de dessinatrice, de danseuse ? Quel est le ressort de cette création multiple et croisée ? Merci une fois de plus pour la question, Patrick. Certainement que la pensée en sphère tournante l'emporte et par ce biais, on peut chanter, dessiner, écrire, danser, mais aussi analyser. On peut tout faire lorsque nous nous plaçons dans l'énergie de l'énergie. C'est un tout. Et en aucun cas, il ne faut cloisonner la matière, mais plutôt développer l'intelligence des intelligences et voir les choses dans leur globalité rayonnante. Tout se complète. Il faut voir et sentir en permanence l'unité et travailler en nous le potentiel que nous recevons. Si je danse, j'écris. Si j'écris, je danse. Si je danse, je dessine. Si je dessine, je mets en son et en rythme. Et si je mets en son et en rythme, eh bien je danse l'écriture de mon dessin, etc. Et je suis dans ce tourbillon de la créativité. Chaque période de la vie me permet de mettre en lumière les couleurs. C'est par le fait qu'il y a de tout dans tout et qu'on peut voir le ciel et la terre en même temps que le noir et le blanc, la gauche et la droite, le haut et le bas, et rester dans cette dynamique constante de l'énergie surgissante.
Donc danser, c'est chanter, chanter, c'est dessiner, dessiner, c'est écrire. C'est un tout sans différence. Et ce tout nous mène vers le tout. Et les calligrammes? Nicole, parlez-nous des calligrammes. C'est tellement rare et tellement beau. Quelle est l'histoire des calligrammes dans le passé et aujourd'hui? Et les vôtres? On a entendu parler, bien sûr, de tous les calligrammes d'Apollinaire. Mais depuis, on en parle assez peu. Et là, vous réactivez, vous redonnez une nouvelle vie à ces calligrammes. Pouvez-vous nous préciser un petit peu dans quelle histoire vous vous placez? Merci Patrick pour ces questions profondes, parce que je vous répondrai tout simplement que les calligrammes sont pour moi l'aboutissement logique de ma vie intérieure. Parce que la première fois, lorsque j'ai écrit du texte poétique, je n'ai pas pu le transcrire sans danser un mouvement sur la feuille. Le mouvement, c'est fondamental, c'est la créativité. Sans le mouvement, pas de danse de mots. Chaque mot individuel est une vibration. Et ça me semble tout à fait naturel d'écrire artistiquement, comme je suis, comme je ressens, dans la finesse, le raffinement. D'ailleurs, pour les calligrammes, je choisis souvent des mines à 0,3 et même assez souvent à 0,1. Et lorsque je suis à 0,5, c'est donc l'épaisseur de la mine, c'est déjà beaucoup trop. Alors que ça reste quand même suffisamment fin. Mais j'ai besoin d'être encore plus bas, 0,3, 0,1. Il me faut ce raffinement, cette finesse, et donc ces nuances sont vitales pour moi. J'aime aussi particulièrement à dessiner des bâtiments solidement pensés, ancrés, ou alors des mouvements totalement libres, ouvrant ainsi la voie de l'expression dans le cosmos et le mystère. Pour réaliser cela, il me faut impérativement un silence total, une concentration profonde, une tranquillité. Et je me mets dans cette dimension. Je suis ce qui va en découler, en surgir. Car dans l'art, c'est la vie intérieure qui parle. J'aime intensément le calligramme car il oblige aussi le lecteur à tourner dans tous les sens pour saisir la profondeur, la compréhension du texte. Et donc, il développe les multiples intelligences et ouvre la voie du discernement. Dans Lune, Soleil de l'âme, beaucoup de références en bas de page qui ramènent à la pédagogie, cet autre domaine où vous excellez depuis la création de votre propre école de musique 1, 2, 3 Musique à Sion. Quelle importance pour vous aujourd'hui? L'enseignement, la transmission, l'inspiration, beaucoup de poèmes aussi pour les enfants, des contes. La transmission, pour moi, c'est comme une mission. On doit avoir ce sens de la responsabilité pour les générations suivantes. J'ai toujours voulu que ma poésie soit transmise sous plusieurs formes. Alors, j'écris la poésie, je la dessine, je l'enregistre, la mets en film avec justement le codage ou le lien Internet, car j'estime viscéralement bon que l'auteur lise sa poésie, son texte poétique avec les intentions souhaitées. Pour l'auditeur, cela permet de la saisir sous plusieurs formes. Et à l'école pédagogique d'art musical 1, 2, 3 Musique, j'ai toujours veillé à développer une philosophie mettant en jeu l'aspect sensoriel, l'aspect affectif, l'aspect intellectuel, touchant ainsi la personne dans sa globalité. Ça, c'est pour moi impératif, la globalité. Comme je le disais, toutes les facettes de la personne doivent être éveillées afin de saisir jour à jour davantage sur la profondeur d'un texte, d'une chorégraphie, d'une œuvre d'art. Car nous sommes toujours dans un développement multidimensionnel. Et dans la pédagogie, la répétition créatrice et subtile permet l'ancrage pour la perception suprême. En permanence, il faut travailler sur le développement des perceptions. À mon sens, d'ailleurs, l'art et la pédagogie vont vraiment de pair. Dans la pédagogie, il y a beaucoup de créativité et savoir jouer également scéniquement de façon à ce que la matière soit vivante et ressentie. Le bruit, les silences et la musique. Vous évoquez souvent le chant des oiseaux et toutes ces sonorités naturelles comme source musicale.
Racontez-nous un peu tout ça, et les onomatopées aussi, qui sont si caractéristiques de votre poésie. La qualité de la beauté du son doit être en permanence la raison qui nous pousse vers le haut. C'est ce que je ressens. Et d'ailleurs, les oiseaux émettent des sons incroyables, il faut s'en inspirer, comme il faut s'inspirer des sons de la nature dans une grande simplicité. Il m'a alors été naturel d'écrire le poème des oiseaux avec leurs onomatopées, comme si les oiseaux peuvent aussi écrire des poèmes. Non seulement ils sont inspirants, mais ils doivent être pour tous, enfants, adultes, une source de réflexion pour une poésie organique. Et puis, le poème peut être perceptible et imperceptible. Alors, j'aime bien jouer sur le fait que nous devons nous mettre à la même hauteur que l'oiseau qui déclame son poème. C'est aussi amusant. Et en conséquent, les enfants peuvent aussi développer facilement des poèmes dits par les oiseaux. En réalité, pour moi, le mot est poétique. Il suffit d'un mot pour avoir conçu un poème. Et oui, c'est même très fort qu'à travers ce mot, l'imaginaire puisse prendre sa place. Donc, oui, absolument, les enfants ont leur place dans le recueil Lune, soleil de l'âme, également par le fait que le calligramme est présent. Et d'ailleurs, je verrai ce recueil ouvert en permanence sur un repose-livre. Un jour, on peut tourner une page, lire un mot, un autre jour, une autre phrase ailleurs dans le livre, et encore un autre jour uniquement un mot. C'est ainsi que je trouve le meilleur relais avec l'auteur, en se laissant imbiber dans la sérénité d'une autre dimension, en restant dans le silence extérieur et en laissant la vibration du mot se faire dans notre vie intérieure. Sur la scène à Paris, Notre-Dame veille sur le monde. Sur la scène à Paris, Notre-Dame veille sur le monde. Notre-Dame veille sur le monde.